Mais du coup, comme je disais, on reçoit donc notre challenger de la semaine. Quelqu'un, moi sur mes lives perso, j'ai pas mal lu là, les threads sur Twitter. FC Géopolitics, Kevin derrière. Bonjour déjà. Bonjour, ouais, merci de m'accueillir. Honnêtement, c'est un plaisir. Comment est-ce qu'on définirait un peu ce que tu fais sur Twitter, toi? Entre guillemets, je fais de la vulgarisation pour expliquer un petit peu les à côté du football, ce qu'il y a derrière le football, les attraits économiques, politiques et géopolitiques, parce que je suis très fan de géographie et de cartes, et je trouve que Twitter, ça s'adapte bien à ce format-là. C'est passionnant pour comprendre les enjeux justement derrière les clubs. Il y a eu la Super League, etc. Il y en a beaucoup. Et un des gros enjeux du foot qui va arriver, c'est l'Euro, puisqu'on est à 10 jours du début de l'Euro. Et on s'est demandé un peu justement comment est né l'Euro de football, comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. En fait, l'Euro qui va avoir lieu, c'est assez symbolique parce que ça va avoir lieu dans 11 pays différents. Mais ça va aussi être très symbolique parce que dans 10 jours, ça va commencer à Rome. Et Rome, c'est une ville où sont signés les traités de Rome, c'est les actes fondateurs de l'Union européenne. C'est signé en 57. Et en 58, un an plus tard, finalement, il y a eu aussi l'euro. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que si ça s'est créé à ce moment-là, c'est parce que l'Europe sortait de 2 guerres mondiales, surtout de la Seconde Guerre mondiale qui avait totalement, entre guillemets, fragilisé les continents. Et donc, il y a plusieurs initiatives qui se sont mises en place pour, entre guillemets, permettre un petit peu à l'Europe de fédérer les nations et de ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé. Et donc, le sport rentrait tout à fait dans ce cadre-là. Et du coup, il va y avoir des différentes initiatives qui vont se mettre en place. Donc, au niveau diplomatique, il y a le Conseil de l'Europe. Au niveau économique, il y a la communauté du charbon et de l'acier qui se met en 52. Et très vite, il va y avoir... du sport au milieu. Il va y avoir du football qui va se mettre en place. Il y a 3 hommes qui vont gérer ça. Il va y avoir un Italien, Torino Barazzi, un Belge, José Craé, et Cocorico, un Français, Henri Delaunay. Lui-même. Voilà, c'est ça, c'est ce monsieur-là. Et Henri Delaunay, ça va être le père de l'euro, parce qu'il va avoir déjà cette idée-là en 1920, mais il ne va pas pouvoir la mettre en place, parce qu'il va y avoir une autre compétition qui va un petit peu concurrencer l'euro à ce moment-là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Absolument. Alors là, j'avoue. Pas très loin, c'est la Coupe du Monde de football qui va avoir lieu en 1930, et du coup, il y aura tellement de compétitions que l'euro ne pourra pas se faire. Et c'est qu'après, en 1950, que cette idée va revenir à la surface avec l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi une autre raison pour cela, c'est parce qu'il va y avoir une finale de Coupe du Monde en 1950, et là, il n'y aura pas du tout de nations européennes. Donc du coup, les nations européennes vont voir l'Uruguay et le Brésil s'affronter. On peut voir le match qui est justement ici. Et dès lors, les nations européennes vont se dire comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, revenir un petit peu sur le devant de la scène, déjà qu'on a perdu tout notre poids politique après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils vont se fédérer et ils vont créer l'UEFA en 1954. Et là, ce qui va être intéressant de noter, c'est qu'en 1954, cette UEFA va rassembler plus de 30 pays. Et ce qui est assez impressionnant à l'époque, puisque à l'époque, l'Europe, elle est divisée en deux. Il y a le rideau de fer, il y a la guerre froide. Ouais, guerre froide, c'est ambiance où ça se réunit pas trop quand même. Là, ça se réunit pas. Et donc, c'est vrai que guerre froide, là, comme on peut le voir effectivement à l'écran, il y a la partie des pays de l'Ouest qui sont côté des États-Unis, puis ceux qui sont sous influence de l'URSS. Et là, du coup, petit exploit, puisqu'il y a 30 pays qui vont au-delà de cette frontière politique du rideau de fer. Et ça va être l'une des premières organisations qui vont permettre, entre guillemets, de montrer le continent en tant qu'européen, en tant que tel, et pas forcément entre les divisions politiques. Et donc après, il va y avoir une idée, ça va être de créer finalement cet Euro de football, mais ça ne se met pas encore en place parce que Pierre Delaunay, qu'on a vu tout à l'heure, malheureusement, il va décéder. Donc, c'est lui qui portait le projet, quoi. Voilà, lui depuis 1920, il est dessus, il est en mode, les gars, on va jouer, mais comment ça se passe? Parce que c'est vrai que j'imagine le moment où, guerre froide, ambiance hyper tendue politiquement, pour réunir autour d'une compétition. Et du coup, ça va être une autre compétition qui va voir le jour, ça va être grâce finalement à l'Angleterre, mais de manière assez paradoxale. Il y a un journal en 54 qui s'appelle le Daily Mirror qui va publier que le club anglais de Wolverhampton, c'est le club le plus puissant du monde. C'est un peu le FC Silmi de l'époque, quoi. Il en fallait un. Je te remercie. Et voilà. Et donc nous, c'est la France qui va prendre ça un petit peu comme un affront. Et il y a un journaliste français, Gabriel Hanot, à l'équipe, qui va avoir l'idée de créer une compétition européenne, mais là de clubs. Et il va réunir les principaux présidents de clubs européens. Et en 1955, il va créer l'ancêtre de la Ligue des Champions. C'est la Coupe des clubs champions européens. Ouais. Et après, il va y avoir tellement un engouement populaire autour de cette compétition. Il y a plus de 120 000 personnes qui vont assister à une finale en 1957. On voit d'ailleurs le stade de Santiago Bernabéu à cette époque-là. En après-guerre, en plus, j'imagine que c'est juste l'envie de pouvoir se battre sportivement. Ça devait, c'est ça, être à fond, quoi. Exactement. Et du coup, effectivement, il va y avoir tellement d'engouement populaire qu'après, les nations européennes vont se dire il faut qu'on fasse une Coupe d'Europe entre les nations. Et ça va être mis en place en 1958, du coup, à Stockholm, après effectivement les traités de Rome. Et c'est Pierre Delaunay, le fils d'Henri, finalement, la famille Delaunay, c'est une histoire de famille, qui va reprendre le projet, qui va faire un tour d'Europe pour, entre guillemets,
pour convaincre les différents pays de vraiment participer, de vraiment concrétiser ce projet-là. Et donc, va y avoir les éliminatoires avant l'Euro 1960. Va y avoir le premier match de ces éliminatoires qui va être l'URSS contre la Hongrie. Et ça va être un gros succès populaire parce qu'il va y avoir plus de 100 000 personnes. Ah ouais. Et après, en 1959, il y aura aussi un match assez symbolique. Ce sera le premier match entre une équipe de l'Ouest et de l'Est. Et ce sera Irlande, du coup, du côté de l'Ouest et Tchécoslovaquie du côté de l'Est. Et puis, on peut le voir aujourd'hui que maintenant, l'UEFA, ça a dépassé le simple cadre du continent, puisque maintenant, tu as 55 membres au sein de l'UEFA. Donc, il y a 55 équipes qui peuvent participer, entre guillemets, à l'Euro en passant par la phase éliminatoire. Et ça va du Portugal au Kazakhstan. Alors que, par exemple, l'Union européenne, il n'y a que 27 membres. Donc, ça dépasse. Ça va au-delà. Qui avait gagné le premier ? Et bien justement, ça fait partie un petit peu des anecdotes on peut parler après. Il y a des surprises. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir d'où c'est parti, parce que c'est tellement entre la construction de l'Union européenne, etc., tout ce qui a pu se passer en cette période, c'est vrai que c'est assez ouf. Mais si dans l'UEFA, il y a 55 pays, comme tu dis, notamment des pays qui sont très très à l'Est et en fait quasiment en Asie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le Kazakhstan, il y a l'Azerbaïdjan, il y a d'ailleurs des matchs qui vont se faire en Azerbaïdjan pour cet euro-là. Est-ce que c'est aussi et surtout parce qu'il n'y a pas de coupe asiatique et que du coup, ces pays ont envie de jouer aussi au niveau international? En fait, il y a une coupe asiatique, mais c'est qu'en fait, pour eux, il y a plus, comme pour le cas pour l'Azerbaïdjan, eux, leur idée, c'est de promouvoir le pays grâce au football. Et c'est vrai que l'UEFA ou un euro, ça a plus de portée, au niveau que la des coupe supporters asiatique, que la coupe asiatique. Donc c'est pour ça que eux, ils se. D'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait. L'Azerbaïdjan, ça a l'air d'être une grosse motivation, non, parce qu'ils avaient accueilli la finale de l'Europa League, non Ouais, c'est ça. À Bakou, là, du coup, si c'est une bonne manière. Ça avait fait pas mal parler, etc. Donc il y a des matchs de l'Euro, c'est une bonne manière de mettre en avant le territoire par le sport, quoi. Écoute, là, c'est un peu les bases, justement, pour qu'on soit tous au clair. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Qu'est-ce qui s'est... tu nous as parlé d'anecdotes. Qu'est-ce qui a pu se passer, justement tu voulais savoir le vainqueur de l'Euro 1960. Et là, c'est l'URSS qui va gagner. Mais durant, entre guillemets, les matchs éliminatoires, ils vont avoir un match contre l'Espagne. Et ce match, il ne va jamais se jouer pour raison politique. Parce qu'à l'époque, l'Espagne, c'est dirigé par le dictateur Franco. Et pour parvenir au pouvoir, on le voit encore à l'image, et pour parvenir au pouvoir, il y a eu une guerre civile espagnole, et lui, il était soutenu par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, et le camp d'en face, les Républicains, était soutenu par l'URSS, et il garde un petit peu encore cette trahison un petit peu... Du coup, juste, il dit pas de match. Et voilà, et du coup, 10 jours avant le match, même 4 jours avant le match, il dit il n'y aura pas de match, l'équipe d'Espagne, elle ne se rend pas à Moscou pour faire ce match-là, parce qu'en gros, il ne voulait pas que... l'équipe d'Espagne aille là-bas, et après il ne voulait pas que les Russes viennent sur place pour entre guillemets venir sur un territoire espagnol, donc pas de match. Après l'UEFA essaye de sauver un peu les meubles parce que le Pierre Delaunay au milieu de tout ça, tu sais, mais du coup c'était un peu la grosse compétition pour l'UEFA, et il y a l'AFP qui va titrer le football est victime de la guerre froide, donc là c'est un peu la panique pour eux. C'est un peu la douche froide. Ouais. Mais après heureusement la compétition va reprendre son fil, et c'est l'URSS qui va gagner cette compétition grâce un petit peu à Pompon, le pipou de l'époque, puisque ce sera Lev Yachine qui est c'est le mec qui a révolutionné c'est le premier gardien qui a été d'ailleurs... C'est mon mentor, en fait, grosso modo. Et du coup, surnommé l'araignée noire, et c'est lui qui va porter cette équipe pour avoir le sacre en 1960. Mais sur la carte qu'on avait vue au début, il y avait marqué que l'Irlande et l'Espagne ne voulaient adhérer à aucun des blocs, mais en fait, ils le faisaient, quoi. Pas forcément, parce que après l'Espagne c'était plus compliqué, il avait une position un peu de non-aligné, mais du fait de la guerre civile espagnole, Franco il avait un petit peu une haine envers l'URSS, donc c'est pour ça que ce match ne s'est pas joué, c'était pas forcément une logique de guerre froide, là c'était plus par rapport à l'Espagne même. Je me demandais à quel point le sport pouvait finalement leur faire prendre position sur tel ou tel bloc, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on a des séquelles de tout ça qui continuent et qui perdurent jusqu'à maintenant ? Oui, tu as certains matchs qui ne peuvent pas encore se jouer. Il y a le cas, l'Euro 2021, tu as l'Ukraine et la Russie qui sont dans différents groupes et qui ne peuvent pas se rencontrer. Et d'ailleurs, ça a posé pas mal de soucis au niveau du tirage au sort des groupes parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre ensemble. Mais par contre, ce qui est intéressant de se poser, c'est qu'il va y avoir des huitièmes, des quarts de finale. Ouais, comment ça se passe à ce moment là, pour le coup, on espère qu'ils ne soient pas là. L'UEFA, je pense que c'est fou en 2021 encore. Il y a de matchs, mais effectivement, s'il y a un match, il ne pourra que se jouer parce que là, il y aura pas ça sera entre guillemets aléatoire. Donc. Ouais, ou une des deux nations doit se retirer ou quelque chose comme ça. Quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres où c'est Ukraine-Russie avec Non, en Europe, il y a le cas du Kosovo parce que l'État a des difficultés à se faire reconnaître au niveau international. Tu as le cas de l'Arménie et l'Azerbaïdjan parce qu'il y a eu la guerre au Karabakh récemment, il y a toujours cette situation-là. Et puis il y a aussi des cas plus particuliers comme Gibraltar,
qui est du coup qui porte le nom du détroit de Gibraltar et qui est un tout petit territoire au sud de l'Espagne, mais qui est un territoire britannique. Ouais. Et l'Espagne veut récupérer ce territoire et du coup il y a toujours un imbroglio autour de cette rencontre. Et donc Gibraltar-Espagne, ça peut pas se jouer actuellement. Ok, d'accord. Ouais. Donc il y a quand même toujours des embrouilles. On verra, mais c'est vrai que Ukraine-Russie. T'imagines? Ouais. T'imagines 8e Ukraine-Russie. Après, je pense qu'ils ont dû les mettre un peu plus loin, non, niveau. Mais ouais. Ça peut peut-être se faire qu'en quart, non? Ils ont dû se dire on repousse. Ils peuvent faire tous les calculs qu'ils veulent. Si le match est là, ils n'auront pas le choix, quoi. Je sais pas si tu as deux, trois autres anecdotes. Il y a eu des changements, genre Euro 92, par exemple, avec. C'est le Danemark, non? C'est ça? Ouais, là, c'est la première grosse surprise de la compétition parce que là, c'est le Danemark qui va gagner l'Euro 92. Mais le Danemark n'était pas censé participer à cette compétition. En fait, c'était la Yougoslavie qui participait. Mais ils vont se faire exclure parce qu'il va y avoir des sanctions de l'ONU parce que la Yougoslavie va bombarder la Bosnie parce que c'est la guerre des Balkans actuellement. À l'époque, pardon, à ce moment-là. Et donc, du coup, Yougoslavie se fait exclure. Et 10 jours avant l'Euro, il va y avoir le Danemark qui va être sélectionné. Là, on voit à l'image, c'est un film qui retrace cette épopée danoise parce qu'ils vont être surnommés un petit peu les touristes danois à l'époque parce qu'ils le savent 10 jours avant. Il y a des joueurs qui sont en vacances. Il y a d'ailleurs le sélectionneur danois. Faut jouer. Il y a le sélectionneur danois qui du coup, lui, fait sa cuisine pendant qu'il apprend la nouvelle. Enfin, il a un petit travaux, quoi. Il l'a construit, quoi. Et donc, 10 jours avant, ils ne le savent pas. Et après, du coup, ils doivent se mettre un petit peu en selle pour pouvoir jouer la compétition. Ils vont avoir du mal dans les premiers matchs contre la Suède, l'Angleterre. Après, ils vont battre la France et ça va les lancer. Ils vont gagner contre les Pays-Bas en demi-finale. Ils vont gagner contre l'équipe d'Allemagne qui est championne du monde 90 et qui est Allemagne réunifiée. Donc du coup, c'est une valeur très symbolique. Ils sont motivés. Et le Danemark va entre guillemets surprendre tout le monde parce que personne ne les voyait gagner. Et en plus, ils n'étaient pas qualifiés à l'époque. Oh là là, ça, je peux dire que c'est de l'anecdote après. En culture foot, ça, tu la ressors. Celle-là, ça. Euro 92, l'oubliez pas. Peut-être petite avant-dernière anecdote sur. Il y a eu la Croatie aussi qui a justement un peu joué un coup de maître. Oui, tout à fait. La Croatie, première participation à une compétition internationale de football à l'Euro 96. Mais avant, le football avait joué un grand rôle dans l'indépendance de la Croatie, qui était présente dans la Yougoslavie. Et donc, il va y avoir un match, c'est début 90. Il y a les États-Unis qui viennent faire une tournée en Europe pour forger un petit peu leur sélection nationale. Et là, ils vont jouer contre une sélection de joueurs yougoslaves. Donc, sur le papier, ce n'est pas censé être une sélection nationale. La Croatie n'est pas encore indépendante. Et pourtant, ils vont répondre à l'appel de cette sélection de joueurs yougoslaves. Et ça va être un véritable match Croatie-États-Unis, mais les États-Unis ne le savaient pas, la FIFA ne le savait pas non plus. Et ça a causé des difficultés pour la FIFA derrière, parce que pour eux, la Croatie n'était pas reconnue en tant que telle, en tant qu'État, donc ça a posé des difficultés. Et dans le stade, il y avait des drapeaux, il y avait les joueurs qui avaient les maillots de la Croatie, comme on peut le voir actuellement, le maillot à damier. Et puis il y avait sur le billet, il y avait marqué Croatie-États-Unis. C'était pour revendiquer, quoi, du coup. Et vu que les États-Unis à l'époque, c'était pas une. Enfin, encore aujourd'hui, c'est pas une grande. Ouais, eux, ils venaient en tournée en Europe, ils étaient en mode on joue qui déjà voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que ça a réussi à se passer. Et la Croatie, ils se sont dit, le football, c'est très important pour nous en tant que nation. On a trouvé une bonne opportunité pour montrer qu'on existe, quoi. C'est comme quoi le foot est au cœur de beaucoup de choses et de la vie. Pour finir, peut-être sur l'Euro 2021, il y a une nation, c'est la Macédoine du Nord. Première participation. C'est ça, tout à fait. C'est la première participation de la Macédoine du Nord à cette compétition. Il y a d'autres qui participent pour la première fois, mais la Macédoine du Nord, c'est assez intéressant parce que ce territoire, il a son nom actuel de Macédoine du Nord, il l'a depuis 2018. Avant, il y avait un imbroglio diplomatique avec la Grèce. Il y a souvent un imbroglio diplomatique, notamment autour de ce nom de Macédoine, parce qu'il y a toute la mythologie autour d'Alexandre le Grand et chacun veut récupérer un petit peu ce nom de territoire. Et en 2018, il y a eu un accord entre la Grèce et la Macédoine, donc ça se renomme officiellement Macédoine du Nord. Donc c'est un peu un nouveau pays qui participe à cette compétition et ils vont pouvoir, entre guillemets, vraiment montrer leur drapeau, montrer l'union du pays face à ce nouveau nom qui est tout pour eux, c'est énorme, quoi. Ouais, voilà. Et ça semble être une bonne équipe. Objectivement. Mousliou en def, il fait gaffe quand même. Ils ont fait une petite perf récemment, ils ont gagné l'Allemagne, mais c'était vraiment un exploit. Mais non, ils n'ont pas beaucoup de chance. C'est un peu le petit poussé, mais du fait que c'est leur première compétition, ils peuvent bien sûr. Ça peut les porter, ils peuvent surprendre. Et puis en plus,
pour cet Euro-là, le troisième peut être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc ils peuvent faire une très belle. Il y a moyen. C'est ça qui peut être dingue et on peut toujours y croire. Merci beaucoup Kevin déjà pour toutes ces informations. C'est quoi son Twitter au monsieur? Je suis fan de foot depuis tout petit, c'est super intéressant comme sujet, un vrai kiff. C'est FC Geopolitics que je vous conseille si vous êtes fan de foot et c'est un peu au-delà de ça et justement par rapport à ça, toi tu sors un livre donc le 9 juin, donc c'est 22 histoires insolites pour comprendre le monde. C'est ça. Qui sont justement reliées au foot, mais qui ont un impact énorme aussi sur la vie politique, sur la vie courante et entre pays. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 22 histoires qui veulent aller plus loin que le football, qui veulent aller au-delà du résultat et de l'aspect peut-être statistique. Et donc, je parle pas mal d'Europe, mais je souhaitais aussi aller au-delà parce qu'on a besoin aussi un peu de voyager après cette période de pandémie. Donc après, je vais aussi faire découvrir le football aux îles de Pâques ou en Océanie aux îles Tuvalu pour montrer que finalement le football ça peut être un moyen pour exprimer différentes revendications et c'est pas seulement un match sur un terrain de football, ça peut aller bien au-delà. Effectivement. Honnêtement, si vous aimez le sport, etc., c'est passionnant. Souvent, je tombe sur des petits threads où on comprend un peu mieux pourquoi 3, par exemple, a été racheté par Manchester, par le City Football Group. Ouais. Exactement, fonds saoudien. Oula, ok. T'es sûr que t'as lu le je vais relire ton thread. Non, c'est par là. C'est par là quand même. C'est par là. Non, on est d'accord. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu, Kevin, et en espérant que le livre soit acheté par plein de gens passionnés. C'est vrai que ça peut être un très beau cadeau et plein de choses à apprendre. Je vous conseille, comme on disait, ton compte Twitter. Très bonne soirée à toi. Merci énormément. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, plaisir. Merci, c'est gentil. Salut.